J'ai entrevu Koulibaly qui a crié je vais tous les tuer ». C'était des cris d'épouvante de partout, tout le monde avait peur. Je sens une décharge électrique et puis c'est le trou noir. Je me réveille dans l'eau. Ce sont des rescapés. J'ai entendu une déflagration et très vite ça a été la panique. Et j'ai vu Koulibaly qui était dans le fond avec ses 2 kalachnikovs. Il y avait des débris d'avion, donc j'ai pris le plus gros pour pouvoir m'agripper. J'avais peur, mais je pensais surtout à ma mère. On penche, on prend l'eau et on est en train de couler. C'est une angoisse qui commence. J'ai entendu des voix d'hommes qui m'appelaient. Donc à partir de ce moment-là, j'ai lâché le débris, j'ai commencé à nager. J'ai réussi à monter avec mon mari et la chaloupe était vraiment très très bondée. Et une femme avec son enfant s'est présentée. Et là, ils l'ont littéralement empêché de monter à bord. Mais comment reprendre le dessus lorsqu'on est rescapé d'un drame qui a coûté la vie à de nombreuses personnes? Je suis revenu à l'hypercachère quand il a été ouvert. Parce que je m'étais dit justement, est-ce que je suis capable de revenir sur ces lieux? Ma première année, je faisais beaucoup d'interviews. J'ai sorti un livre pour les familles des victimes pour qu'elles sachent tout ce qui s'était passé. C'est des images qu'on ne peut pas effacer. C'est pas possible. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents une fois de plus pour nous faire partager des histoires aujourd'hui particulièrement bouleversantes. Ils se sont retrouvés au cœur de faits divers que nous gardons tous en mémoire. Les attentats de janvier à Paris, le crash aérien du vol A320 de la Yemenia Airlines en 2009 ou encore le naufrage du Costa Concordia. Nos invités sont les rescapés d'un drame qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Alors je vous propose d'ouvrir cette émission en images en revenant sur cette affaire qui a bouleversé la France entière, les attentats de Charlie Hebdo et la prise d'otage de l'hypercachère par Hamedi Koulibaly. C'était le 9 janvier dernier. Alain, vous étiez à l'intérieur du magasin. On va regarder ce rappel des faits. Nous vous retrouverons juste après. Le mercredi 7 janvier 2015, dans les bureaux de Charlie Hebdo, 2 hommes armés de kalachnikovs abattent froidement 12 personnes. Chérif et Saïd Kouachi partent en cavale et tout le pays retient son souffle. Le lendemain, une fusillade éclate à Montrouge. Un homme tue une jeune policière et blesse un agent municipal avant de prendre la fuite. Vendredi 9, les frères Kouachi sont repérés dans cette imprimerie et encerclés par les troupes d'élite. Quelques heures plus tard, porte de Vincennes, un homme ouvre le feu dans ce supermarché cachère. Il retient 17 personnes en otage. Il s'agit d'Hamedi Koulibaly, le tueur de Montrouge. Vers 17h, l'assaut est donné presque simultanément dans l'imprimerie et le supermarché cachère. Les terroristes sont abattus, 4 otages ont perdu la vie, les autres sont libérés. Alain Coinon est l'un des rescapés de cette prise d'otage. Aujourd'hui, c'est la 4e fois qu'il revient porte de Vincennes. C'est là où j'ai vécu quelques heures parmi les plus pénibles de ma vie. Je suis entré dans le magasin, je suis allé dans les travées du fond et puis j'ai entendu une déflagration comme un pétard. Et très vite, ça a été la panique. On s'est tous précipités vers le fond du magasin où il y avait un escalier en colimaçon qui menait à la cave. Et on s'est retrouvés tous dans la cave où il y avait 2 chambres froides. On s'est répartis dans les chambres froides. Puis là, on a attendu dans l'angoisse de savoir ce qui allait se passer. Au bout d'un moment, quelqu'un est descendu dans la cave. C'était un des otages qui était envoyé par l'agresseur. Et il nous a dit, vous allez remonter. Il veut que vous remontiez parce que si vous restez en bas, il descend et il tue tout le monde. Et donc je suis remonté. Et j'ai vu Koulibaly qui était dans le fond avec ses 2 kalachnikovs et tout son armement. Je me suis manifesté parce que je me suis dit, peut-être qu'il tire sur tout ce qui bouge. Donc j'ai dit, est-ce que je peux venir? Alors il m'a dit, oui, venez, monsieur. Monsieur, ça m'a frappé.
dans des circonstances pareilles. Et donc je me suis joint au groupe qui était déjà là. Je me suis cherché une place libre. La seule place libre que je me suis trouvée, c'était le plus proche du rideau de fer. Mais ça me donnait malheureusement une vue directe sur les 3 premiers cadavres. Ils étaient tous là, un peu à l'intérieur d'une caisse, un autre à l'extérieur, puis un autre n'était pas mort encore. Et à un moment, d'ailleurs, Koulibaly est venu vers nous. Et alors, il nous a dit, c'était affreux, « Vous voulez que j'achève ? Je peux. » Moi et ceux qui étaient le plus proches, on m'a dit « Bah non. » Mais s'il nous a dit ça sur un ton tellement naturel, enfin comme vous voulez que je vous fasse un café, je peux, quoi. Et donc voilà, je suis resté là pendant les 3 heures qui ont suivi, quoi, en partageant le sort de la dizaine d'otages qui étaient avec moi. 4 mois plus tard, Alain reste encore très marqué par l'assaut des forces d'élite. Il y a eu une explosion sur l'entrée, là. Là, j'ai vu arriver Koulibaly qui revenait du fond. Il a crié, c'est la dernière chose dont je me souviens, je vais tous les tuer. Puis moi, je suis jeté par terre avec tout le monde, évidemment, et le rideau de fer s'est levé complètement, et la police est arrivée. Et alors là, ça a tiraillé dans tous les sens. Moi, j'étais la tête par terre, et j'ai attendu que ça se passe jusqu'à ce que les policiers nous disent bah, sortez, sortez, sortez. Et donc, je suis sorti comme un fou, et je suis venu me protéger derrière un véhicule de police qui se trouvait là. C'est un lieu qui est chargé d'émotions et on ne peut pas m'empêcher non plus de penser aux 4 malheureux qui n'ont pas eu ma chance et qui, eux, sont morts dans cet endroit. Oui, je suis très ému. Papa est juif, maman est musulmane. Nous sommes leurs enfants, Daoud, Myriam et Noam. Et moi, je suis chrétien. Mais on est tous dans le même bain. Bonjour Alain. Bonjour. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant ces images ? Bah, toujours un peu la même émotion. C'est un moment très difficile dans ma vie. Un moment qu'on peut pas oublier du tout d'ailleurs. Donc voilà, une émotion très forte. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce que vous faisiez dans cet hypermarché ? Je suis à la retraite, mais j'ai un travail à mi-temps, enfin à quart de temps, pas très loin de là. Et c'était l'heure du déjeuner. Et comme j'avais du temps libre, que j'ai vécu très très longtemps à l'étranger, j'ai gardé le goût des nourritures un peu exotiques. Donc de temps en temps, il m'arrivait d'aller acheter un produit, des olives. Cette fois-ci, je voulais acheter du houmous, qui est un plat typiquement libanais, la purée de pois chiches. Et donc, je suis entré un petit peu par hasard dans ce magasin, à un mauvais moment. Alors, vous dites avoir reconnu tout de suite les détonations d'une Kalachnikov. Pourquoi vous avez reconnu ce bruit-là ? Vous étiez familier avec ce bruit précis ? Oui, parce que dans ma carrière à l'étranger, j'ai dirigé à un moment une mission internationale dont un des rôles était de détruire des armes de guerre au Tadjikistan, un petit pays d'Asie centrale. Vous faisiez quoi à l'étranger ? Vous étiez diplomate ? J'étais diplomate, oui. J'ai été ambassadeur dans plusieurs pays, notamment d'Asie centrale. Et donc, je connais assez bien ces armes, notamment des armes soviétiques, puisque les Kalachnikov, on en a détruit au Tadjikistan plusieurs centaines de milliers, donc je sais comment ça marche. Alors, vous vous êtes dit quoi en entendant ce bruit-là ? Je me suis dit, oulala, c'est du sérieux, et les gens autour de moi avaient l'air d'hésiter un petit peu, parce que ça ressemble à un bruit de pétard, si vous voulez. Ouais. C'est plus long, ça venait pas à l'esprit tout de suite. Mais enfin, très vite, quand même, on a entendu l'agitation à l'entrée du magasin. Nous, on était tout au fond, hein. Et ça a été la panique. On s'est bousculé, moi je suis tombé, bon. Et on s'est retrouvés tous dans la cave, et là, on s'est répartis entre 2 chambres froides pour nous protéger, pour nous cacher, avec l'idée peut-être un peu folle qu'on pourrait s'enfermer là-dedans et qu'on s'en sortirait. Ouais. Et donc je me suis retrouvé dans une chambre froide avec, je sais pas, 3-4 hommes et une jeune femme et son bébé. Et là, on a attendu en se disant, est-ce qu'on ferme la porte, est-ce qu'on s'enferme, est-ce qu'on s'enferme pas ? Bon,
On a laissé la porte ouverte jusque... Une chambre froide, c'est combien de degrés? Je sais pas, on n'a pas de... Elle avait été fermée, hein, mais ça doit descendre à moins 5 degrés. Ouais. J'ai eu une pensée un peu accessoire à ce moment-là. J'ai vécu en Sibérie, hein, donc je me suis dit, bah, une chambre froide, moi, ça me fait pas trop peur. Mais bon, en fait, de toute façon, le froid a été arrêté. On a le temps d'avoir de l'humour dans ces moments-là? Bon, c'est pas vraiment de l'humour, c'est une sorte de réflexe, disons. Voilà. Une chambre froide, bon, bah oui. Là où j'ai vécu, il a fait moins 50, donc bon... je dis, je pourrais peut-être plus facilement survivre qu'un autre. Ouais. Le preneur d'otage est descendu? Non, je suis resté là pendant peut-être une demi-heure, une heure, je ne sais plus très bien. Et à un moment, il a envoyé quelqu'un, un autre otage, qui est descendu et qui nous a dit remontez tous, il veut que vous remontiez, parce que sinon il descend et il tuera tout le monde. À ce moment-là, il avait déjà tiré sur ces 3 personnes? Je crois qu'il avait, dès l'entrée, tué les 3 premiers. Après, j'ai entendu un 4e coup de feu, c'est le 4e qu'il a tué dans le fond du magasin. Donc vous êtes remonté? J'ai décidé de remonter. En vous disant quoi? En me disant, bon, finalement, si je dois mourir, à la limite, je préfère mourir plutôt en haut à la lumière que de mourir dans une cave et dans une glacière. C'est une drôle d'idée, ça, non? Oui, bah, vous savez, il faut bien trouver une raison. Hein. Pourquoi pas? Mourir à la lumière. Bah... Vous étiez sûr que vous alliez y passer? Non, je n'étais pas sûr, mais enfin, je comprenais qu'il y avait quand même une chance assez raisonnable que ça se passe. Alors, quand vous êtes remonté, vous avez donc aperçu, j'imagine, ces cadavres? Alors oui, au débouché de l'escalier, je suis tombé sur le 4e cadavre, celui dont j'ai appris par la suite que c'était un courageux garçon qui avait essayé de désarmer Koulibaly et qui s'était fait abattre. Et donc il était là et il gisait dans son sang, il était mort bien sûr. J'ai dû enjamber le cadavre. Et puis j'ai vu Koulibaly qui était dans le fond, il avait regroupé tout le monde dans la travée du fond. Alors vous êtes rapproché de lui? Alors je me suis joint aux autres otages qui étaient ceux qui avaient été bloqués en haut. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a parlé de la cause qu'il défendait, la défense des musulmans à travers le monde, persécutés depuis la Birmanie par les méchants bouddhistes jusqu'au Mali par les méchants français. Sans oublier bien sûr la Palestine. Donc il parlait pas mal. Vous avez essayé d'engager un dialogue? Non, moi pas. Certains autres otages ont parlé avec lui, ont essayé d'engager un dialogue. En essayant de le faire douter? Peut-être, je ne sais pas ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils espéraient. Moi, je me suis dit, de toute façon, je ne vois pas à quoi ça pourrait servir, parce que quelqu'un qui a déjà tué 5 personnes, il a passé la barrière de l'irrémédiable. En plus, il s'était présenté à nous. Il ne se cachait pas, donc ça voulait dire qu'il venait pour mourir. Il ne cachait pas cette issue pour lui? Il ne nous l'a pas dit, mais enfin, dans la mesure où il n'avait pas de masque, il nous a donné son nom... il nous a dit qu'il avait tué la jeune policière de Montrouge et il venait déjà de tuer 4 personnes. Bon, bah, il n'y avait pas de doute qu'il avait atteint l'irrémédiable, qu'il n'allait pas revenir en arrière. Vous avez pensé à quoi pendant 3 heures? Beaucoup de choses, et à la fois j'ai essayé aussi un petit peu de faire le vide en moi, parce que j'ai vécu plusieurs années en Inde et je suis intéressé à la mystique indienne, et souvent quand on a du stress, on essaie de... Je sais qu'il faut essayer de se vider un peu, de ne pas penser trop aux choses. Et ça m'a plutôt réussi, enfin. Mais justement, on ne voit pas toute sa vie redéfiler? Non. Enfin, pas moi en tout cas. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais pas moi. Est-ce qu'il s'est intéressé à vous? Alors, il nous a tous demandé, les uns après les autres, de nous présenter. C'est-à-dire de donner nos noms, âge, profession et origine. Donc tous se sont présentés. Évidemment, c'était tous des juifs, je crois, pour pratiquement tous, puisqu'on est dans un hypercachère, c'est normal. Et puis quand il est arrivé à moi, donc moi je me suis présenté et il m'a dit origine.
Je veux dire, j'étais embarrassé par ce mot, parce qu'on ne m'a jamais demandé mon origine. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, mon origine? On m'a demandé ma nationalité souvent, mais origine. Alors j'ai dit, bah, français. Hein. Et alors de lui-même, il m'a dit catholique. Moi j'ai dit oui, catholique, oui, c'est vrai que je suis d'une famille catholique, mais point, il ne cherchait pas à savoir si j'étais croyant, pas croyant, si ça signifiait quelque chose pour moi ou pas d'être catholique. J'étais jugé, classé et probablement tué en fonction de ma naissance. Et alors, vous vous êtes senti un peu mieux considéré Ah non, pas du tout. Non, par rapport aux autres? non, non, pas du tout. Surtout qu'il avait déjà déblatéré contre les méchants Français qui tuaient des musulmans au Mali. Donc ça voulait dire que j'allais pas être traité différemment des autres. Hein, non, ça, Est-ce que vous l'avez vu au fil des heures perdre son sang-froid un peu plus, devenir très tendu, très agacé pas du tout. Ce qui m'a frappé, au contraire, c'était quelqu'un qui m'a paru, en tout cas, très calme, très maître de lui, pas du tout agressif. Bon, qui avait l'air de faire ça un peu, je sais pas moi, comme j'imagine un boucher qui égorge des poulets, quoi. Il a rien contre les poulets, il va pas s'énerver pour autant. Non, c'est au fond peut-être ce qui a m'a le plus effrayé, cette espèce de calme extraordinaire. Ouais. Notamment quand il s'est approché de nous, je vous ai dit, j'avais en face de moi quelqu'un qui agonisait, enfin qui était plus conscient heureusement, et il nous a dit vous voulez que je l'achève? Je peux. Alors bah, on a dit non. Mais ce ton tellement naturel, tellement évident, vous voulez que je vous fasse un café, madame? Je peux. Enfin, c'était au fond plus effrayant encore que si ça avait été de l'agressivité. Alors, vous avez été libéré au bout de 3 heures. Oui, on a été chacun pris en charge par un policier qui nous couvrait et qui nous a amenés derrière un car de police pour nous protéger. Qui avez-vous prévenu en premier dès que vous avez été en mesure de le faire? Je n'ai pu prévenir ma femme, qui n'était pas à Paris à ce moment-là, que dans le centre de secours de la sécurité publique, où quelqu'un m'a tendu son portable pour que je l'appelle. Elle était au courant des événements? Oui, elle était au courant des événements, mais elle ne m'a pas cru parce que, en fait, elle et mes proches n'ont pas pu imaginer une seconde que je pouvais me trouver à cet endroit-là. Ouais. Étant donné que je n'habite pas ce quartier, et que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas juif et je ne fais pas d'habitude mes courses dans les hypercachères. Donc, c'était venu à l'idée de personne, fort heureusement d'ailleurs, à l'idée de personne que je pouvais me trouver dans un endroit pareil à ce moment-là. Donc, comment a-t-elle réagi? Au début, elle m'a dit, mais tu me racontes des histoires, c'est pas vrai. Alors j'ai dit, mais si. Et puis la jeune femme de la sécurité publique a pris le téléphone et lui a dit, mais non, votre mari est bien... Il lui a confirmé que j'étais bien dans un centre de secours et que je lui racontais pas d'histoire. Vous étiez dans quel état psychologique à ce moment-là? Oh bah, un peu hébété, bien sûr, mais enfin, aussi un énorme soulagement. Vous savez, quand on se dit pendant 3-4 heures, j'ai quand même une chance sur 2 raisonnable d'y passer, bon, bah, qu'on s'aperçoit, ah bah non, ça s'est pas fait, wow, quel soulagement. Mais aussi un peu sous le choc. Hein, Est-ce que vous avez allumé la télévision en rentrant chez vous le soir? Oui, c'est même la première chose que j'ai faite. Je suis rentré chez moi, ma femme n'était pas encore rentrée parce qu'elle était en province. J'ai allumé tout de suite la télévision parce que je voulais savoir ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé de l'autre côté du miroir, si je peux dire. Je ne savais même pas s'il y avait eu des morts au cours de l'attaque. Hein, si d'autres otages avaient été tués, notamment ceux de la cave, qui étaient restés dans la cave, si des policiers avaient été tués, ni même si Koulibaly avait été tué, alors que c'était évidemment assez probable, mais enfin... Donc je voulais absolument savoir ce qui s'était véritablement passé. Alors quand vous avez revu le film, comment avez-vous réagi? Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, peut-être me croirez-vous pas, ça n'a absolument pas affecté mon sommeil. Ça alors? Même le premier soir, j'ai dormi, je ne dirais pas que j'ai dormi le sommeil d'un bébé, hein, mais non, j'ai toujours dormi à peu près normalement et j'ai jamais fait de cauchemar. Eh ben, dites donc.
On verra, vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous l'expliquez. En tout cas, on va saluer Aurélie Lejoncourt-Dubois. Vous êtes psychologue, clinicienne et vous êtes avec nous aujourd'hui pour donner votre éclairage et vos conseils à nos invités. D'abord, une réaction à l'histoire d'Alain qui nous bluffe quand même par son sang-froid. Est-ce que c'est dû à son expérience, au fait qu'il ait beaucoup voyagé, qu'il ait vu beaucoup de choses de par son métier ? Je crois qu'Alain a fait preuve d'un sang-froid assez exceptionnel. Je crois qu'il avait 3 atouts majeurs pour lui. Le premier, comme vous le dites, l'expérience. Hein, vous le signifiez, vous avez déjà entendu des kalachnikovs, vous avez déjà été témoin de situations compliquées, vous avez déjà vu des cadavres. Ça vous a permis quelque part de ne pas céder à la panique envahissante. Vous avez également comme deuxième atout cette expérience d'avoir appris à pouvoir faire du vide en vous et donc de pouvoir contrôler vos émotions, garder votre calme. Et enfin, un atout majeur qui me semble essentiel, c'est que vous n'aviez aucune raison d'être dans cette hypercachère, ce qui veut donc dire que votre famille ne vous s'inquiétait pas pour vous. Vous n'avez peut-être pas été parasité par le fait que votre famille s'inquiète pour vous. Et ça, je pense que ça a pu vous libérer sans doute l'esprit suffisamment pour pouvoir vous concentrer sur vous et sur vos émotions. Une question d'âge aussi peut-être, de se dire qu'on a vécu sa vie ? Oui, je crois aussi que c'est un facteur important. Je n'aurais certainement pas réagi comme ça 30 ans plus tôt. C'est ça. Mais bon, maintenant, je suis à un point de ma vie où je suis beaucoup plus près du point d'arrivée que du point de départ. Alors, bon, ça donne un petit peu de philosophie, quoi. Oui, c'est un peu fusible, mais ça n'empêcherait pas certaines personnes de paniquer et de perdre leur sang-froid. Hein, tout à fait. Baya, bonjour Baya. Alors, vous êtes la seule rescapée du vol A320 de la Yemenia Airlines, qui s'est écrasée dans l'océan Indien au large de Mitsamiouli. C'est ça ? Mitsamiouli. Et ça s'est passé le 30 juin 2009. Vous aviez 12 ans, vous, ce jour-là. Vous vous rendiez où ? Je me rendais aux Comores, parce qu'il y avait le mariage de mon grand-père maternel plutôt. Et du coup, on est parti avec ma mère pour fêter ça. Comment s'est déroulé le vol ? Très tranquille. Tout le monde était fatigué, parce qu'on avait pris l'avion assez tôt dans la journée. Donc tout le monde était un peu endormi. Voilà. C'était combien d'heures de vol ? En tout, 10, 11 heures. Donc, à quel moment vous êtes-vous inquiété ? Lors de l'atterrissage, on nous a demandé d'attacher nos ceintures. Donc on l'a fait. Et puis après, j'ai senti des turbulences. Donc j'ai commencé à regarder partout autour de moi. Personne ne réagissait. Donc je me suis dit, bon, ça doit être normal. Et puis là, trou noir. Et non, je sens une décharge électrique. Et puis c'est le trou noir. Je me réveille dans l'eau. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Donc vous étiez dans l'eau. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé en fait ? Quel avait été le problème ? Pourquoi il y a eu le crash ? Alors apparemment c'est une erreur du pilote. Du pilote ? Ouais. Donc vous vous retrouvez dans l'eau, comment ? Dans quel état ? Alors j'entends des voix de femmes qui appellent à l'aide. Donc j'essaye de les rejoindre. Et je vois en même temps un débris, 3 débris d'avion. Donc vous comprenez ce qui s'est passé ? Oui, à ce moment-là, je me dis oui, il y a eu un accident. Et j'ai peur, moi aussi. J'appelle à l'aide, français, comorien, j'essaye, mais bon, j'arrive pas à voir les femmes. En fait, je les entends juste, donc j'arrive pas à les rejoindre. Et c'est vrai que j'étais assez paniquée. Vous aviez mal ? Vous étiez blessée ? Oui, mais je me rendais pas compte que j'avais pas mal, en fait. Je ne ressentais aucune douleur. Aucune douleur. Ouais. Alors, vous avez trouvé un débris d'avion suffisamment gros pour pouvoir monter dessus ? Non, je pouvais pas. Dès que je montais, en fait, je retombais, donc j'étais juste agrippée. Voilà. Et vous êtes parvenue à vous endormir dessus ? Oui. Je crois que c'était la fatigue accumulée qui a fait ça, et je me suis réveillée le lendemain matin, en fait. C'est-à-dire qu'au fil du temps, vous n'avez plus entendu les cris, j'imagine, autour de vous ? Non, quand je me suis réveillée, il n'y avait plus rien, plus de débris, plus personne, j'entendais rien, j'étais vraiment toute seule. Et je voyais la terre au loin, donc j'essayais vraiment de la rejoindre, mais j'arrivais pas. Ce qui est incroyable, c'est que bien qu'endormi, vous soyez resté accroché au débris. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais... C'est incroyable, ça. Donc vous aviez 12 ans, hein, je rappelle votre âge. Donc lorsque vous vous êtes réveillé, vous étiez dans quel état d'esprit ?
Alors, à ce moment-là, je me suis dit que tout le monde était arrivé. Enfin, j'étais persuadée que tout le monde était arrivé, que j'étais la seule à être tombée. Ma mère, elle est arrivée et voilà, elle va s'inquiéter. Donc, il faut que je tienne pour elle parce que je la connais, comment elle est. Voilà. J'avais un peu peur quand même, mais je pensais surtout à ma mère. Vous êtes resté combien d'heures dans l'eau? 10 heures. 10, 11 heures. Donc vous vous êtes rapproché de la terre au fur et à mesure? Non, j'arrivais pas. Parce que ma mère était beaucoup assez agitée. Donc les vagues, elles s'abattaient sur moi. J'avais beau avancer, mais j'arrivais pas. Et comment s'est passé votre sauvetage alors? Qui est venu? Quelqu'un est venu à votre rencontre? Oui, alors j'ai entendu des voix d'hommes qui m'appelaient. Donc à partir de ce moment-là, j'ai lâché le débris, j'ai commencé à nager. Mais il y a quand même un homme qui est descendu pour m'aider à remonter à bord du bateau. Il y C'était avait des un bateau? pêcheurs. Oui, c'était un bateau. C'était des pêcheurs en fait. Ouais. Dès qu'on a entendu qu'il y a eu un crash, tout le monde, tous ceux qui avaient des bateaux sont partis à la recherche des personnes. Donc ils vous ont remonté sur le bateau? Ouais. Et après, je sais pas trop. Enfin, ils m'ont mis une couverture, je sais, pour pouvoir me réchauffer parce que j'étais en hypothermie. Mais après, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais pas comment ça s'est passé jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. C'est vraiment très vague. Vous avez perdu les souvenirs à ce moment-là. Ouais. Donc ils vous ont amené à l'hôpital. Vous étiez où? Alors, on m'a ramenée à l'hôpital de Comores. Ouais. Donc, à partir de là, on m'a examinée pour voir toutes les blessures que j'avais. Et alors vous aviez quoi comme blessure? J'avais des brûlures aux pieds, une fracture au bassin. J'avais la clavicule aussi qui était cassée et un problème au niveau de l'œil. Un problème? Au niveau de mon œil gauche. Donc, Et toutes ces douleurs, vous ne les avez pas senties en vous non, je ne accrochant les ai pas sur le senties. bébé? Je sais pas si c'était le froid ou je sais pas. Je ne sentais pas du tout. Alors, votre papa, Kassim, est avec nous aujourd'hui. Vous étiez resté en France, vous, à ce moment-là. Comment avez-vous appris l'accident? Moi, j'ai appris l'accident à travers d'une copine à ma femme, sa mère, que j'étais au point d'aller au boulot à 4h, 3h du matin, et que j'ai entendu le coup de téléphone de sa copine, qui me disait, Kassim, allume la télé pour voir, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour l'avion. Mais sans rien m'expliquer autrement, parce que ce n'était pas bien clair. C'est là, quand j'ai allumé la télé, que j'ai vu que voilà, il y a l'avion yéménien, qu'est-ce qu'ils avaient marqué, est disparu dans les radars. C'était pas très clair, mais ils ont marqué comme ça, avec un flash, comme quoi l'avion yéménien est disparu dans les radars. Bon, à partir de là, c'est un enchaînement. Donc, vous avez dû vivre des heures terribles. Qui vous a prévenu que votre fille avait été retrouvée? Excuse-moi. Ouais, je comprends. Bah, je vais aller vous chercher un petit mouchoir. Excuse-moi, merci beaucoup. Sacrée force de caractère, cette jeune fille-là. Ouais. Incroyable. C'est pour madame. Et je vous en prie, monsieur. Je comprends. À partir de là, c'était un enchaînement. Ouais. Parce qu'à partir de là, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'ils sont disparus comment? Est-ce que... Ça te donne toujours un petit espoir. Ouais. Mais l'espoir n'est pas concret parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Donc, comment vous avez su que votre fille était rescapée? Vous n'avez pas dû la prendre tout de suite puisqu'elle était à l'hôpital et... Je l'ai appris, c'était à 13h de l'après-midi. C'est-à-dire, vous êtes restés, quoi, 5-6 heures en pensant qu'elles étaient décédées toutes les deux? Ouais, parce que j'ai eu un téléphone venant d'un ami aux Comores qui était gendarme à l'époque, qui m'a appelé en me demandant le nom de ma fille. 1 heure après, c'est là qu'il m'a confirmé, bon, c'est bien elle qu'on l'a trouvée pour l'instant. Il n'y a aucun survivant. Bon, c'est à partir de là aussi que j'ai appris qu'il était déjà à l'hôpital. Et voilà. Vous avez été quand même heureux, évidemment, d'apprendre que votre fille était en vie, tout en pensant à votre femme. C'est une ambivalence, j'imagine. Vous êtes toujours partagé dans ces moments-là. Parce que non seulement que moi j'ai eu Bahia, Dieu merci,
Mais il y a sa mère qui est partie. Il faut aussi... Tu vois toute la famille qui était partie avec eux. Des enfants qui avaient l'âge de Maya, Qui était dans l'avion aussi? qui étaient dans l'avion. Ouais. Il y avait des enfants qui avaient des titines dans la bouche, qui sont en face de toi et qui vont prendre l'avion avec toi, avec ta famille. Et du jour au lendemain, on te dit, ces gens-là, tu ne les verras jamais, il n'y a que ta fille. Donc j'imagine que vous avez été heureux de retrouver votre fille. Heureux, mais partagé aussi. Ouais. Voilà. Il y a sa mère aussi. Il y a tout le monde voilà, qui est parti. Et qu'avec la plupart des passagers, je les connaissais. Baya, vous avez eu le temps de réaliser, au moment où vous avez retrouvé votre père, vous avez eu le temps de comprendre tout ça, ou vous étiez trop choquée, trop... J'étais assez choquée. Enfin, on m'avait parlé, on m'avait dit comme quoi il y a eu un accident, puisque j'ai demandé après, une fois arrivée à l'hôpital, ma mère où elle était. Et il y a un psychologue qui m'a dit non, mais on ne l'a pas retrouvée, je pense pas qu'on va la retrouver. Donc moi, à ce moment-là, je ne réalisais pas trop, mais si, j'étais quand même consciente. C'est des traumatismes difficiles à surmonter. Quelles conséquences psychologiques une telle catastrophe peut engendrer sur un enfant de 12 ans? Je suis très frappée par la qualité de cette jeune femme qui a vraiment une force incroyable. Ouais, je crois qu'on peut vraiment saluer ses ressources, l'élan de vie dont elle fait preuve. Les conséquences sont assez terribles. Voilà, cette jeune femme a perdu sa maman. Voilà, je crois qu'il y a un vrai travail de deuil à faire, un vrai travail d'avancée. C'est vraiment extrêmement compliqué. Il y a aussi les conséquences qu'il peut y avoir du stress post-traumatique qu'elle a vécu, de la dérive. Mais en même temps, peut-être que son âge, plus qu'un facteur négatif, a été un facteur extrêmement positif pour vous. À 12 ans, voilà, on n'a pas la même perception du danger. On est peut-être plus dans un élan de vie. Et puis, vous avez trouvé votre porte de sortie à travers le fait de penser que vous étiez la seule à tomber de l'avion et que votre maman vous attendait. Et je pense que ça vous a donné la force nécessaire pour pouvoir traverser ce moment terrible. Je crois que vraiment son âge est ce qui lui a permis de survivre. Au contraire. Oui, non, je suis d'accord. Mais même pour me remettre de tout ça, la vie, j'avais encore la vie devant moi, donc ça m'a beaucoup aidée. Vous nous raconterez tout à l'heure comment vous êtes reconstruite. D'abord, nous allons saluer Geneviève. Alors, Geneviève, vous vous êtes retrouvée au cœur d'un événement qui est resté gravé dans toutes les mémoires également, le naufrage du Costa Concordia. À quelle occasion faisiez-vous ce voyage? C'était en prévision d'un voyage de noces. C'est-à-dire que mon mari, qui avait déjà fait des croisières, voulait m'offrir ce cadeau en voyage de noces, une croisière. Donc vous êtes allé vérifier si ça vous plaisait ou pas? J'ai été vérifier si ça me plaisait, si j'allais avoir des souvenirs qui resteraient gravés, ne connaissant pas du tout. Le vendredi 13 janvier 2012, vous étiez à votre 6e jour de voyage. Donc que s'est-il passé au cours de votre dîner? Eh bien, au cours de notre dîner, subitement, il y a eu une secousse brutale. Un serveur est venu auprès de nous en nous disant « Vous inquiétez pas, on a dû percuter quelque chose ». J'ai eu le temps de me faire la réflexion en disant « Si c'est un autre bateau, vu la grosseur où on est, ça ne doit pas être joli à voir ». Voilà. Bon. Donc vous continuez à dîner, on vous demande de vous lever, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à paniquer? Non, pas ça. Alors il y a eu une deuxième secousse où est-ce que là le bateau s'est franchement incliné et là ça a été la terreur. La terreur, moi j'étais au premier niveau, donc toute la vaisselle, les verres, les chaises, les gens sont tombés. Ouais. Et comme moi j'étais sur le niveau de la rambarde, c'est là où les gens me sont tombés dessus. Donc là on voit une photo, effectivement on voit le bateau complètement... Ça, c'est le lendemain matin. À quel moment vous avez réalisé la gravité de la situation? Très rapidement. Très rapidement. C'est-à-dire que, bon, après cette secousse, le bateau s'est redressé brutalement. Une coupure générale est très vite arrivée.
La panique a été... Alors là, on ne peut même pas l'énumérer. C'était des cris d'épouvante de partout. Tout le monde avait peur. Mais ce n'est pas encore là que j'ai réellement réalisé la gravité. C'est un peu plus tard. Alors, pourquoi un peu plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'imagine que dans ce moment-là, on cherche l'issue. On cherche l'issue. Un peu plus tard, le bateau a commencé à s'incliner à sens inverse. Mais seulement, à la différence de la première fois, c'est que là, il ne se redressait pas. Et ils ont commencé à nous mettre des annonces. Rassurez-vous, tout est sous contrôle. C'est un problème de stabilisateur. Et là, j'ai franchement regardé mon mari en lui disant, mais franchement, t'y crois au stabilisateur? S'il n'y en avait plus, je crois que le bateau ne tiendrait pas à la surface de l'eau. J'y crois pas. On penche, on prend l'eau et on est en train de couler. Et voilà, ça a été ma réaction. Et immédiatement, j'ai pensé au Titanic. Là, le film est apparu dans mes yeux. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les chaloupes? Dans ce cas-là, ma première réaction, ça a été de ne surtout pas faire ce que tous les gens ont fait, c'est de s'engouffrer sur la seule issue de sortie et de s'agglutiner, en ne sachant pas où aller. Et j'ai préféré attendre et ensuite j'ai réussi à atteindre rapidement les chaloupes et le niveau des chaloupes. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est l'horreur totale. C'est le premier qui va monter, c'est du chacun pour soi. Les personnes plus âgées, les femmes, les enfants, les jeunes n'ont pas hésité à les tirer par leurs vêtements pour les empêcher de monter. C'est moi d'abord. Et ça, c'est des images qu'on ne peut pas effacer. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez tenté de vous interposer pour défendre des femmes ou des personnes âgées? Non, justement, j'ai été prise d'une angoisse où est-ce que je refusais de monter à bord. Enfin, j'ai préféré laisser les gens s'agglutiner. Je voulais surtout pas être écrasée entre le bateau et la chaloupe. Donc, je me suis accrochée à une rambarde et j'ai attendu. J'ai attendu, je ne voulais pas lâcher cette rambarde. Et jusqu'à un moment donné, mon mari a essayé de me raisonner en me disant « Mais là, il faut essayer de monter dans une chaloupe, il faut y aller ». Et au moment où j'ai lâché cette rambarde, on pouvait déjà plus traverser le pont. On glissait. On tombait de l'autre côté, arrivé. Et c'est là que j'ai tenté de monter à bord d'une chaloupe. C'était l'avant-dernière. Il n'y en restait plus qu'une derrière nous. Et là, les scènes ont été encore plus. J'ai réussi à monter avec mon mari et la chaloupe était vraiment très, très bondée. Et une femme et son enfant, avec son enfant, s'est présentée. Et là, ils l'ont littéralement empêché de monter à bord. C'est des scènes qu'on n'arrive pas à oublier et qui Je nourrissent... ne peux pas l'oublier parce que je sais qu'une femme et son enfant est morte et que je me dis que c'est peut-être elle. Je ne le saurai jamais. Et pourquoi je ne suis pas descendue? Je ne sais pas non plus où on est tétanisé. C'est tout ça qu'on ne peut pas s'expliquer pourquoi. Et ce sont des images et une culpabilité qui vous hantent? Oui, ça me hante parce que j'ai jamais été comme ça toute ma vie. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés. Je les ai toujours surmontées. Et là, je ne m'explique pas pourquoi je ne suis pas capable de gérer, d'arriver à surmonter et de gérer. Et qui est choquée? Ouais, je pense que je le suis toujours et que... C'est quoi un état de choc? Comment vous l'expliquez, Aurélie? Vraiment l'exemple du stress post-traumatique. Dans le stress post-traumatique, vous savez, vous avez ce qu'on appelle de la reviviscence, c'est-à-dire que vous revivez dans l'instant présent en retour et en retour et en retour par des flashbacks, par un sentiment d'angoisse intense, par des cauchemars, par un sentiment d'impuissance, encore et encore et encore, l'émotion avec la même intensité, la même brutalité, la même force que vous l'avez vécu au moment du drame. Ça, j'arrive pas à aller au-dessus. Oui. Oui. Donc vous avez été finalement rapatrié, vous avez réussi à rentrer chez vous. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre dans les jours qui ont suivi? Les jours qui ont suivi, c'est on n'est plus soi-même, on n'est plus personne. J'étais plus personne. La terre, le sol bouge. Et ça pendant 3 mois. Vous êtes encore sur le bateau.
Donc là, vous êtes plus vous-même. Vous pensez même pas que dans 1 heure, il faut préparer un repas, qu'il y a quelqu'un avec vous, qu'il faut aller faire des courses. C'est pas possible. On ne gère plus rien. Mais pourquoi? Pour moi-même, je n'ai plus rien géré. C'est comme si vous étiez... ou si vous vous Plus étiez rien, arrêté... un zombie. Vous avez été prise en charge psychologiquement? Alors, j'ai été prise en charge psychologiquement au début par une psychologue à mon travail grâce à mes collègues et ensuite par un psy à l'hôpital. Est-ce que vous diriez que vous vous sentiez coupable d'être en vie, vous? Oui, pourquoi moi? Pourquoi ces jeunes, si jeunes, sont morts? Mylène et Michael m'ont beaucoup marqué. Ils étaient jeunes. Ils auraient pu nager, sauter. Ouais. Ouais, le sentiment de culpabilité d'avoir survécu est toujours très envahissant dans les stress post-traumatiques. Il naît vraiment de pourquoi d'autres sont morts, j'aurais pu mourir, mais je suis vivant. C'est comme s'il y avait un sentiment un peu inconscient de trahison envers ceux qui n'ont pas pu survivre. Mais vous n'êtes pas coupable. Voilà, votre guérison, elle naîtra aussi du fait d'accepter que les faits sont injustes, que vous avez été impuissante dans une situation catastrophique et que les choses ne peuvent pas toujours être transformées, ne peuvent pas être changées. Mais en même temps, cette étape par laquelle vous passez, elle est nécessaire pour pouvoir faire le deuil de ce drame que vous avez vécu. Votre mari a nourri la même culpabilité que vous? Pas du tout. Pas du tout. Ça a été un énorme conflit entre mon mari et moi. Ouais, en plus, c'est ça. Lui, il l'a pris comme Une chance. Une chance super. Je suis un rescapé de naufrage et je suis prêt à poser. Je suis prêt à poser? Oui, à poser, faire une photo, faire... Et ça, ça a été un gros problème. Un gros problème. Vous êtes quand même mariés? On s'est mariés, mais avec 1 an de retard, puisque je me suis remise en question en vue du mariage, à cause de ça. Là, vous nous raconterez tout à l'heure. Nous allons retrouver aussi Alain dans un instant. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur Twitter ou sur Facebook. Mais d'abord, je vous propose de découvrir ce qui vous attend dans les prochains jours. À tout de suite. Bonjour à tous. Merci de nous être fidèles chaque jour. Demain, juste après l'émission, les rôles vont s'inverser. Et c'est vous qui allez pouvoir interviewer Sophie Davant en direct. Pour participer à cette expérience, postez dès maintenant toutes vos questions sur le site de l'émission, mais aussi sur Facebook et Twitter, #toutunehistoire. Alors, si vous voulez tout savoir sur votre animatrice, rendez-vous demain dès 15h30 sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez toujours eu peur de vieillir et vous avez trouvé la recette pour combattre les effets du temps. Jeune retraité, vous avez décidé de donner un second souffle à votre vie. Arrivé à la soixantaine, vous avez tout quitté dans l'espoir de vivre une seconde jeunesse. Vous avez pris un nouveau départ amoureux sur le tard avec un partenaire plus jeune et cela a été une cure de jouvence. Vous vous êtes fixé un incroyable challenge alors que vous ne vous en sentiez plus capable et vous avez réalisé un exploit. S'il s'agit de votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur Internet. Je vivais pour la moto, je dormais moto, je mangeais moto, c'était la moto 24/24. Ce sont des passionnés. Je suis partie la première fois donc, au Royaume-Uni. Je me suis éclatée, c'était une sorte de révélation et c'était un petit goût de liberté que j'ai du mal à me passer maintenant. J'ai rencontré ces animaux à l'âge de 7 ans. Leur beauté m'a fasciné. C'était une espèce d'image de puissance, de grâce. Je suis tombé amoureux des chevaux. Des passions loin d'être anodines, car ils souffrent d'un handicap. C'est comme ça. C'est une super perfectionnée, ça, non? C'est high-tech, je peux tout faire, du snowboard, du ski, escalade. Je me suis pas mal baladée en France, à Barcelone, aux États-Unis et ensuite en Guadeloupe. En fauteuil roulant, il y a des aventures dans l'aventure. Mes premiers démons m'ont vite rattrapé. Je suis vite revenu au stunt, donc l'acrobatie moto. Le prof m'a dit il faut que je trouve un club parce que c'est incroyable ce que tu viens de faire avec une jambe en moins, tu viens de battre tes camarades, tout ça, alors que t'es handicapé. Pour eux, rien n'est impossible. Et ils ont décidé de mener la vie dont ils avaient toujours rêvé. Aujourd'hui, j'ai fait 4 fois champion du monde à moins de 23 ans, plus le record du monde.
J'ai fait finaliste au JO de Londres aussi. Jamais j'aurais pensé, 21 ans plus tard, que j'aurais fait tout ce que j'ai fait. Je ne voulais pas qu'elle renonce à ses rêves. Et je ne voulais pas que le fait qu'elle ait un fauteuil roulant soit un frein. Il faut vraiment surpasser, ça vaut le coup. La vie continue. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Alain s'est trouvé à l'intérieur de l'hypercachère pris en otage par Amédi Koulibaly le 9 janvier dernier. Comment a-t-il réussi à reprendre goût à la vie depuis? Bien, c'est ce que nous allons découvrir dans notre deuxième partie. Avancer sans oublier. Combien de temps avez-vous mis, Alain, avant de reprendre votre travail? C'est pas un travail à temps plein. Donc la séance suivante, c'était le mercredi suivant. L'attentat a eu lieu le vendredi, donc je suis resté normalement jusqu'au mercredi suivant. Mais j'ai repris, pendant les quelques jours entre l'attentat et la reprise de votre travail, vous avez demandé l'aide d'une psychologue? On vous l'a proposé? On me l'a proposé à maintes reprises. En toute sincérité, je leur ai répondu que j'appréciais leur proposition, mais que j'en éprouvais pas le besoin. Mais alors, comment vous expliquez tout ça? Je crois que, bon, dans cette affaire, tout de même, il y a plusieurs choses. D'abord, je m'en tire, on ne peut mieux, étant donné les circonstances. Je suis vivant, je n'ai pas été blessé, je n'ai pas été brutalisé. Les 4 morts, je ne les connaissais pas, donc je n'ai pas de rapport affectif avec eux. J'ai même pas de perte matérielle, donc on ne peut pas rêver mieux si on Non, peut. mais d'accord, enfin, quand même, on peut se dire, bon, voilà, je suis passé tout près de la mort, donc ça peut quand même donner le vertige et ça peut amener à réfléchir encore différemment au sens de la vie ou à se poser des questions sur le fait que vous êtes chanceux ou pas, je sais pas. Ça peut amener tout un tas de questions philosophiques. Alors peut-être que vous les étiez déjà posées avant, toutes ces questions-là. Bah, c'est-à-dire que dans ma carrière, j'ai déjà failli être tué, dans des conditions assez... un peu identiques. C'est ça. Hein, donc ces questions, j'ai déjà eu l'occasion de me les poser quelques années auparavant. Est-ce qu'au moment où ça vous était arrivé, vous aviez été plus traumatisé? Oui, j'étais plus jeune, puis vous savez, la première fois que vous voyez quelqu'un baignant dans le sang, hein, parce que je n'étais pas tout seul, c'est un choc. Hein. Bien sûr, je l'étais beaucoup plus. C'est pour ça que... Quelque part, vous étiez un peu blindé, on peut dire ça? On n'est jamais blindé à ces choses-là, mais enfin, disons que c'est un peu comme, vous savez, les piqûres de guêpe. Hein. La première, ça fait très très mal. La deuxième, ça fait déjà un petit peu moins de mal. Ensuite, ça fait toujours mal, mais bon... Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a éprouvé des émotions? Bien, bah, j'espère, oui. Oui, oui, bien sûr, j'en éprouve. J'ai eu très peur. Hein. Je ne voudrais pas que vous mépreniez sur mon attitude. Hein. Je ne sais pas passer comme non, mais c'est pas de l'eau se sur... méprendre, c'est apprendre au contraire de votre attitude qui est étonnante. C'est pas donné à tout le monde de réagir comme ça. Alors on essaie de comprendre pourquoi. Bah, j'ai eu très peur, mais bon, encore une fois, peut-être qu'avec l'expérience que j'ai eue, étant donné que je m'en suis finalement sorti une fois dans un poste en Afrique du Sud, on m'a collé un revolver sur la tempe. Hein, et on m'a jeté par terre et il y en avait un qui criait à l'autre « shoot him », c'est-à-dire tue-le. Hein, bon, je vous assure que ça m'a laissé des traces. Hein, là, j'ai quand même pas eu une expérience personnellement aussi violente. Donc peut-être que ces expériences-là bon, m'aident à surmonter ce choc, quoi. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui? Bah, depuis un moment, je me suis dit que... D'abord, je suis revenu à l'hypercachère quand il a été inauguré, réouvert. Hein. Parce que je m'étais dit, justement, c'est peut-être entrer dans votre propos, est-ce que je suis capable de revenir sur ces lieux? Et je ne suis pas en béton, hein, parce que je m'étais posé la question, est-ce que je ne vais pas être traumatisé à l'idée de revenir sur ces lieux? Je voulais me prouver à moi-même que je pouvais y revenir. Bon, j'y suis revenu, je suis même rentré dans le magasin, je suis retourné. Oh, ça a été un moment de soulagement pour moi, parce que j'avais aussi des doutes.
Puis il y a une autre raison qui est plus idéologique, qui est quand même importante pour moi, c'est que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas juif. Je crois que j'étais même le seul non-juif parmi les otages. Et je dis que c'était quand même important pour moi de témoigner de ma solidarité avec la communauté juive. Hein, et encore, et aujourd'hui encore, on est tous dans le même bain. Moi aussi, j'ai failli mourir avec eux et je me sens très très proche d'eux. Que malgré mon origine différente, pour parler comme Koulibaly, je me sens solidaire. Je me sens solidaire d'eux. Un commentaire d'Aurélie? Oui, juste attention, je me permets, hein, dans les traumatismes comme vous les avez vécus, vous savez, il peut y avoir parfois, de façon un peu inconsciente, sans même qu'on s'en rende compte, des mécanismes d'évitement, de déni qui se mettent en place, particulièrement hein, quand on a déjà vécu d'autres traumatismes, qu'ils soient similaires ou ce qu'on appelle des micro-traumatismes. Juste faire attention, voilà. Si à vous voulez dire que ça peut survenir plus tard? Ça peut survenir plus tard, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans. Voilà, juste soyez vigilants avec vous-même. Si à un moment vous sentez qu'il y a des émotions qui deviennent envahissantes, voilà, de prendre un temps de parole thérapeutique pour exclure tout risque que ça revienne avec trop de force et trop de brutalité. Voilà. Et puis une autre petite chose, parfois quand on fait face à un drame qui atteint l'intégrité physique, psychologique de toute une communauté, de tout un pays, on a tendance parfois un peu à minimiser ses propres émotions en parallèle du drame général. Donc voilà, faites attention de parfois vous écouter aussi un petit peu. Vous avez sans doute raison. Geneviève, vous vous trouviez à bord du Costa Concordia qui a fait naufrage en janvier 2012. Vous dites que pendant 1 an, quand même, il vous a été difficile d'aller au bout des projets que vous aviez, c'est-à-dire de vous marier, d'autant plus que votre mari a réagi très différemment de vous. Auprès de qui avez-vous trouvé du soutien? Particulièrement auprès de ma mère et ma sœur aînée. Et mes collègues de travail. Quel genre de soutien? Elle comprenait vos angoisses? Maman, je pense qu'elle comprenait mes angoisses, mais je n'ai pas tout partagé avec elle pour la préserver. Et Chantal m'a porté à bout de bras. Et donc avec votre futur mari, ça se passait comment? J'avais pas de communication avec lui, je n'osais pas lui en parler. Pour moi, il ne m'entendait pas, il ne m'écoutait pas. Il ne comprenait pas votre état? Pour moi, il ne le comprenait pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas que vous ne soyez pas plus réjouie à l'idée d'être en vie. Voilà, c'est ça. Pourquoi voilà, je suis vivante, je m'en suis sortie. Depuis, vous avez réussi à communiquer? Ah oui, depuis, on a... je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de discuter avec les psys qui m'ont aidé à essayer de comprendre qu'il était différent, qu'il avait réagi différemment et que c'était à moi d'aller au-devant et de dialoguer avec lui. Vous allez comment aujourd'hui? Je réalise aujourd'hui que je suis devenue hypersensible. Les informations, les derniers événements me font réaliser que je suis très, très émotive. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui réveillent toutes vos angoisses? Oui, les événements, entre autres l'hypercachère. J'ai été très, très mal. Je ne suis pas sortie de chez moi pendant 2 jours. La peur. Et suivi d'un arrêt de 2 mois auprès de mon travail. Vous n'étiez pas comme ça avant? Pas du tout, jamais. Et avec votre mari, comment ça se passe? Beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux, on communique beaucoup plus. Et bon, il se rend compte que je ne le vis pas comme lui. Alors, pendant la préparation de cette émission, nous avons eu votre mère au téléphone. Elle nous a confié que cet accident vous avait éloigné. Pourtant, vous dites quand même que vous avez trouvé du soutien auprès d'elle, mais vous ne lui avez pas tout confié. Non. Pour ne pas trop l'inquiéter. Voilà, tout à fait. Je ne me sentais pas assez forte de lui dire que je n'assumais pas. Pour moi, c'est une situation tout à fait nouvelle pour moi, ne pas assumer. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui si elle vous écoute? Que je suis désolée, que je n'ai pas réalisé qu'elle avait cette souffrance. Attendez, vous allez lui dire directement, hein, parce qu'elle est avec nous. Simone est avec nous.
Ah bah vous vous ressemblez pas du tout toutes les deux. Beaucoup d'émotions. Oui. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus, toutes les deux? On se voit tous les jours. Pratiquement. On a l'impression que ça fait 6 mois que vous n'êtes pas vus. Oui, mais c'est vrai que je suis très très proche, mais je veux la protéger. Ouais. Vous l'avez compris, madame, qu'elle souhaitait vous protéger, qu'elle ne vous racontait pas tout? Oui. Vous l'avez trouvée changée depuis le naufrage? Oui, elle n'est plus là. Elle n'est plus là? Non. Ah. Comment vous analyseriez ça? Décrivez-nous ce qu'elle était avant, ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui. Ben, on faisait beaucoup de choses ensemble avant et quand on parle ensemble, tout de suite, enfin un peu de temps après, elle nous écoute plus. Et vous êtes où alors? Vous partez où? Je ne sais pas. Je sais pas, peut-être que... Je crois que j'ai un refus où je ne veux pas partager... j'ai pas envie d'être bien. Est-ce que je peux émettre une hypothèse? Oui. Est-ce que votre culpabilité ne vous interdit pas de vivre? Oui, je crois. Oui. Tout simplement. Non? C'est bien. Hein? Peut-être un truc comme ça, non? J'arrive pas à comprendre comment les familles des victimes arrivent à assumer. Parce que moi, je suis vivante et je n'y arrive pas. Et je pense beaucoup à Kevin. Kevin, qui est le frère de Russell. Et Russell était le serveur qui s'est occupé de nous tout le long du voyage. Ouais, mais alors, est-ce que la solution, c'est de rester accroché à cette culpabilité? Ça ne changera plus Comment rien, s'en hélas. défaire? Bah justement, c'est ce que vous disiez, Aurélie. C'est ce travail, c'est peut-être... comment s'en défaire. Ouais. Il y a un vrai travail de fond à mettre en place, mais je vous assure que c'est possible. Je vous assure que vous n'allez pas rester dans ce sentiment de culpabilité éternellement. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, madame? Bah, qu'elle revienne avec nous. Qu'elle vous manque? Oui, qu'elle me manque et qu'elle revienne Geneviève qu'elle était avant. C'est pour ça que je m'en veux, parce que je sais qu'avant j'étais dynamique, enthousiaste, j'étais prêt à partir, à faire n'importe quoi. Du jour au lendemain, on pouvait me dire on y va, on fait ça. Bah ouais. Bon. Et aujourd'hui, j'ai peur j'étudie tout. Comment? J'étudie tout. Je suis incapable de sortir de chez moi sans mon téléphone. Même pour me déplacer à mon travail d'un bureau à un autre, le manque de ne pas avoir pu communiquer, appeler ma famille, leur dire je suis vivante. Et moi, je l'ai su 2 jours après. Même pas pouvoir appeler mon fils, ça, je m'en veux. Bon, ben, vous avez bien fait de venir. Je pense que vous avez eu un bon conseil qui va vous permettre d'avancer. Vous viendrez nous raconter la suite sur le plateau de l'Histoire continue. On vous souhaite de vous retrouver toutes les deux. Oui. Baya et son papa, qui nous ont bouleversés tout à l'heure. Baya, qui à 12 ans a trouvé une force incroyable pour s'accrocher à un débris d'avion et tenir toute la nuit en pensant que sa maman était déjà arrivée à terre. Voilà, qui n'a même pas senti les blessures et qui a été recueilli par des pêcheurs, remonté sur un bateau et transporté à l'hôpital. Donc vous avez été rapatrié en France, retrouvé votre papa. Comment avez-vous vécu les mois qui ont suivi votre sortie de l'hôpital? Alors déjà le premier mois, je ne suis pas tout de suite rentrée chez moi parce que mon père il faisait beaucoup d'allers-retours aux Comores à cause du crash et ça fait que je suis rentrée que fin août. Et c'est là, une fois arrivée chez moi, que j'ai réalisé en fait que j'avais perdu ma mère parce qu'il manquait vraiment quelque chose chez moi. Ah ouais. Vous aviez des frères et sœurs? Oui, je suis la plus grande, j'ai une petite sœur et 2 petits frères. Donc j'imagine que vous avez dû trouver cela bien injuste et qu'une colère est montée en vous? Oui, quand je suis arrivée chez moi, je ne voulais pas montrer tout de suite mes émotions parce que j'étais avec mes frères et sœurs, donc j'étais assez gênée.
Et vu que la rentrée, elle approchait, en fait, je cherchais une calculatrice et je la trouvais pas. Et là, j'ai commencé à m'énerver, à me mettre à pleurer. J'avais vraiment une réaction excessive pour rien du tout. Et mon père, il m'a dit, mais tu pleures pas pour ça, c'est parce que tu as perdu ta mère. Et il m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Et voilà. Votre papa qui vous a dit ça? Ouais, il m'a dit, oui, tu pleures pas pour ça. Et il m'a parlé, il m'a dit, ouais, je sais que ça va être dur, mais je serai là. Cassim, en plus, ça vous rappelait des souvenirs personnels? Ça me rappelait des souvenirs personnels parce que personnellement, j'avais perdu ma mère à l'âge de 2 ans. Alors là, j'avais l'expérience, j'avais les mots à lui dire. Il a fallu quand même. Vous avez l'air d'être un super papa. Je sais pas. Bah, moi, je le vois. Je le sens. Je sais pas. Oui, c'est un super papa. Hein? Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est occupé de tous ses enfants. Et à quel moment vous avez vraiment craqué? Parce qu'à un moment donné, j'imagine qu'on craque. J'ai mis du temps avant de bien réaliser tout ça. Parce que ma première année, je faisais beaucoup d'interviews, j'ai sorti un livre. Parce que, je l'ai fait pour les familles des victimes, pour qu'elles sachent tout ce qui s'était passé. Donc c'est vrai que c'est une fois que tout ça s'est calmé, en 3e, que là j'ai réalisé tout ce qui m'était arrivé. Et j'étais en plein cours et je me suis mise à pleurer. Et je sais qu'il y avait la sonnerie dans pas longtemps, donc j'ai quand même gardé mes larmes. Mais après, une fois le cours fini, je suis sortie et j'ai pleuré, j'ai pleuré. Il y a des amis qui sont venus, elles m'ont dit calme-toi, mais j'arrivais pas. Alors j'arrivais d'habitude à contrôler mes émotions, mais à ce moment-là, j'arrivais pas. J'ai appelé mon père, il m'a dit calme-toi, t'es à l'école, faut pas pleurer devant tout le monde. Mais j'arrivais vraiment pas à me calmer. Et alors, qui vous a aidé à vous reconstruire? C'est lui, il m'a beaucoup aidé. Parce que c'est lui, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il faut savoir que la première année, vu que je faisais des interviews, je voulais montrer que j'allais vraiment bien. Et je m'étais renfermée quand même gravement sur moi-même. Mais lui, il m'a pas laissé. Il m'a dit non, faut pas être comme ça, faut que tu me parles. T'as des frères et sœurs, faut que tu sois là pour eux. Et voilà. Comment ils vont, les frères et sœurs? Ils vont très bien. Et vous? Très bien. Et vous? J'essaye. Ça va. Et vous habitez toujours ensemble? Oui. On vit tous ensemble. Bon, moi je vous serre la main parce que je vous dis bravo, monsieur. Parce que ça a dû être quelque chose quand même. Alors, vous allez faire quoi, vous, dans la vie? Alors, j'ai commencé mon année en étant en médecine. Ouais, parce que vous n'avez pas l'air totalement idiote. Hein. Donc, une année en médecine, et puis... Non, mais j'ai arrêté parce que oui, ça ne me correspondait pas, et puis c'était vraiment dur. Donc, j'ai arrêté, et là, je me dirigeais vers l'immobilier. Ah bon, l'immobilier. Voilà. Bon, très bien. Eh bien, bonne chance. Vous êtes beaucoup occupé de vos frères et sœurs, j'imagine? Non, enfin, il y a... oui et non, mais il y a sa cousine, en fait, qui est venue pour nous aider. Ouais. Et elle, vraiment, elle a un peu remplacé ma mère. Ouais. Parce que chez mon petit frère, il avait 2 ans quand ça s'est passé. Il s'est beaucoup accroché à elle. Et elle était aussi, elle aussi d'un grand soutien. Parce que sans elle, voilà, ça aurait été plus difficile pour moi. Je sais que j'aurais dû assumer le rôle de... Oui, voilà, je suis la plus grande, il faut vraiment... Ben non, je pense qu'au contraire, c'est comme ça que vous en êtes bien sortis. Ça aurait été encore pire, je crois, de prendre la place de la maman. Non? Si, complètement, complètement. Et puis continuer d'écrire, Baya, surtout. Hein. C'est une thérapie formidable et extraordinaire, même juste pour vous, comme ça, dans votre intimité. Mais continuez. Vous avez toutes les ressources en vous et vous les avez trouvées par vous-même, c'est ça qui est formidable. Il y a un petit copain? Non. Bon. Merci à tous, en tout cas. Merci pour la sincérité de vos témoignages. Merci pour votre confiance. Je pense que nous aurons l'occasion de vous revoir, mesdames. Et merci à Alain. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci d'être venus nous voir. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans Version Fémina ce week-end. Mais pour l'heure, on se retrouve tout de suite avec un nouveau numéro de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir de retrouver Soad et Christelle. À tout de suite. Merci. Merci. Merci à vous. Vous voulez que je rende hommage, hein? Maintenant? Ah non, mais c'est... Dans quelques minutes, nous reprendrons des nouvelles de 2 femmes qui ont été confrontées à la violence.
Bon, j'ai été torturée, j'ai été enfermée dans une cave. Quand on est dans cette situation-là, il est vrai qu'on ne dit pas que c'est votre père qui vous a battu. J'étais sous son emprise pendant tout notre mariage et toutes nos vies communes. Est-ce que vous portiez des traces de coups sur votre corps? Oui, mais c'est pareil, on se voile la face, on dit on a pris une porte, on est tombé. Dans l'histoire continue, ce sont des femmes pleines de vie que nous retrouverons. Malgré toutes les épreuves qu'elles ont rencontrées, elles tiennent bon et s'accrochent à la vie. Ce qui me donne la pêche aujourd'hui, c'est d'avoir plein de projets. Des parcours qui forcent le respect.